L'actualité cette semaine, c'est aussi l'attaque en règle d'une délégation des Nations Unies contre la Belgique. Les experts de l'ONU sont restés une semaine chez nous et leur conclusion cette semaine est sévère. En Belgique, il y a un mur du silence sur la colonisation du Congo. Une délégation des Nations Unies, c'est un peu comme si le monde entier nous jugeait. Et effectivement, les propos sont durs. Il est temps que les Belges présentent leurs excuses aux Congolais, dit cette délégation. Autre message, enlevez les statues de Léopold II de l'espace public. Et enfin, adaptez vos programmes scolaires trop pro-belges. Avant une discussion à très haute tension, voici le chef de mission onusien, le Premier ministre Charles Michel, lui répond. Nous étions un peu surpris, je dois dire, que le colonialisme et le passé colonial soient si peu enseignés dans les écoles belges, par exemple. Nous voudrions rappeler que c'est prioritaire parce que pour comprendre le présent, pour comprendre les violations de droits humains qui existent de nos jours, pour comprendre le racisme et les discriminations raciales, il faut d'abord comprendre leurs causes, leur origine. Le groupe de travail a conclu que l'origine des discriminations raciales pourrait être attribuée à l'époque coloniale et à certains modèles. Hier, j'ai pris connaissance d'un résumé de ce rapport. C'est très étrange. La Belgique est un pays qui combat la discrimination. Bonjour Pierre Campagny, député bruxellois CDH, bourgmestre de Gansoren, en région bruxelloise. Quand on vous présente, on ajoute souvent aussi premier bourgmestre noir en Belgique et père du Diable Rouge, Vincent Campagny. Merci d'être là. Je vous salue Mireille Tseuzy-Robert, présidente de l'association BAMCO, auteur de l'ouvrage Racisme anti-noir entre méconnaissance et mépris aux éditions Couleur Livre. Vous êtes assez remonté contre ce que vous qualifiez d'apathie belge en matière de colonialisme. Bienvenue Richard Miller, député fédéral pour le mouvement réformateur, vous représentez le gouvernement fédéral. Selon l'adage que j'aime à répéter à peu près, je vais presque dire chaque semaine, j'exagère un peu, quand c'est compliqué, on envoie Miller. Vous venez de Mons. Bienvenue Émeric Delamotte, mandaté par l'association La Mémoire du Congo, un groupe qui étudie la période coloniale belge. Vous êtes par ailleurs avocat. Bienvenue Amandine Laureau, vous enseignez l'histoire de l'Afrique à l'université de Bruxelles. Vous êtes une spécialiste évidemment du dossier. Christophe Giltet donne encore un peu plus de brio et de brillant à ce plateau de rêve. Pierre Campagny, vous le dites dans une interview au Laatste Nieuws ce week-end, la Belgique doit faire des excuses au Congo. Il est plus que temps. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous avons des enfants. Et la Belgique est remplie d'enfants. Qu'ils soient blancs, noirs ou autres. Eh bien, ces enfants fonctionnent avec l'Internet. Ils ne sont plus du temps où on pouvait aller faire n'importe quoi et le cacher à la population. C'est pour ça que, intelligemment, je dirais d'abord que moi, la Belgique m'a adopté, les Belges m'ont adopté, je les ai adoptés. Et à ce titre, je dis, les excuses, ça ne coûte rien. Au contraire, ça va réchauffer les relations entre le Congo et la Belgique. Et la Belgique a besoin du Congo pour son économie, tout comme le Congo aura besoin de la Belgique. C'est important à ce point-là. Il y a une attente. Il y a une attente de toute la population congolaise, de tous les jeunes qui circulent dans le monde. Je voudrais quand même ajouter ici que le Congo a un potentiel d'expert qui dépasse de loin son ancien colonisateur. Pourquoi? Les Congolais sont répartis dans le monde entier. Les Congolais ont des diplômes du monde entier. Il y en a même qui ont des diplômes de Chine, qui sont venus ici, qui enseignent à l'ULB, qui occupent des postes importants. Mais donc, alors, toutes ces personnes-là, effectivement, veulent vraiment qu'enfin, parce que c'est vrai que d'autres pays l'ont fait, je prends l'exemple de la France, qu'enfin il y ait des excuses officielles de la Belgique. L'on veut qu'il y ait des excuses officielles. Je suis belge. Je ne vais pas dire le contraire aujourd'hui, d'origine congolaise, et je crois, pour réchauffer nos relations, il faut vite y aller, et ça fera plaisir à tout le monde. Très bien. Et les Congolais sont prêts à travailler avec la Belgique, au lieu que la Belgique passe derrière le Canada, les États-Unis, et se cache derrière pour ensuite sortir derrière les multinationales.
Ok, Monsieur Miller, vous présentez le gouvernement, c'est le maire qui vous a envoyé aujourd'hui. Est-ce qu'il faut faire des excuses? Oui, juste une toute petite précision. Représenter le gouvernement, c'est un grand mot. Le mouvement réformateur, c'est une formule que vous pouviez utiliser précédemment, vrai que le gouvernement est maintenant, actuellement ce n'est plus tout à fait le cas, courante, étant donné la situation politique. Première chose. Deuxième chose, j'entends bien ce qui est dit, et cette problématique est, je crois, vraiment importante, vraiment fondamentale. Et l'ONU nous le demande, M. Miller. Je dirais quelques mots de la commission. Mais première chose, je pense qu'il ne faut pas fermer la porte à une telle demande telle qu'elle est formulée par M. Compagnie. Seulement, cela doit se faire de façon tout à fait réfléchie. Je veux dire par là que moi j'ai une grande confiance, vous le savez, M. de Borsu, dans le débat parlementaire. Il va y avoir des élections. Il y a ce rapport de la commission de l'ONU qui est arrivé via un communiqué. Nous ne disposons pas encore de l'ensemble du contenu. Donc le gouvernement belge n'a pas encore pu répondre. Donc il y a une période qui s'écoule. Il va y avoir des élections. Une nouvelle chambre va entrer en fonction. Moi, je pense que susciter le débat parlementaire le plus complet possible sur tous les aspects, parce qu'il y a quelques aspects que nous connaissons tous, les scènes de cruauté, les mains coupées, etc. Mais il y a aussi la situation politique à cette époque-là. Il faut prendre en considération cela. Il faut aussi faire la distinction entre ce qui se passe avant 1908, où le Congo est propriété de Léopold II, et après 1908, où c'est le Congo belge. Tous ces éléments doivent être débattus avec la plus grande transparence vis-à-vis de la population belge et de la population congolaise. C'est pas un oui franc et massif. Faut débattre. C'est pas une fermeture. C'est pas une fermeture. Moi, je pense que, allez, je vais le dire encore autrement, à titre personnel, je suis favorable. Mais je pense que cela concerne l'ensemble de la population belge avec les différentes appréciations que l'on peut avoir à ce sujet. Et donc, le débat parlementaire est absolument nécessaire. Un débat avec tous les historiens et tous les points de vue qui pourront être pris en compte. On a une historienne de premier plan, Mme Lo. Est-ce qu'il y a matière à excuse? On voit tout et son contraire sur ce qui s'est passé au Congo, le nombre de morts. Pourquoi les gens sont morts? On parle de 3 millions, jusqu'à 10 millions de morts, ce qui sont des chiffres absolument incroyables. Et si c'est vrai, absolument atroces, 3 millions aussi, bien sûr. Quelle est votre analyse de cela? Il y a vraiment matière à excuse? Je pense que c'est une question excuse ou pas excuse, c'est une question qui est avant tout politique et pas scientifique. Bien sûr, mais sur le point historique, est-ce que vraiment la Belgique s'est comportée de façon épouvantable au Congo, même, certains le disent effectivement, par rapport aux mœurs du temps? Je pense que sans entrer dans des questions politiques, on doit néanmoins, par notre expertise, faire le constat qu'effectivement, la colonisation a été un processus d'appropriation par la force d'un territoire et de ses habitants, fondé par définition sur la contrainte et sur des hiérarchies raciales. Pire qu'ailleurs, au Congo belge? En tout cas dans les premiers temps de la colonisation, mais je pense que c'est important aussi de ne pas opposer les premiers temps de la colonisation qui auraient été marqués par ces épisodes de brutalité et ces violences de masse, et puis un deuxième temps de la colonisation qui aurait été paisible et tranquille, ces violences, le travail forcé, etc. Mais c'était quoi? Pour vraiment que nos téléspectateurs veulent vraiment comprendre. On le voit, il y a à chaque fois beaucoup de réactions sur ce genre de débat, les gens veulent vraiment comprendre. Qu'est-ce qu'on a fait, pour donner un exemple, de pire qu'ailleurs au Congo? Je parle de la Belgique, peut-être effectivement entre les années 1870 et 1908, où Léopold II était effectivement le propriétaire du Congo. Eh bien, Léopold II a mis en place un système d'exploitation fondé sur le travail forcé, sur l'extraction de ressources contraintes, qui a entraîné des violences extrêmes et massives qui ont impacté très durement la population congolaise. Donc ce ne sont pas que les Anglais qui disent ça, parce qu'on le lit parfois. Ce sont les Anglais qui nous ont accusés. C'est toute la complexité de cette histoire, où l'on ressort évidemment les photos des mains coupées, etc. Jusqu'en 1908, ce n'est pas la Belgique qui gère le Congo. C'est le roi Léopold II avec une administration qui lui est propre. Alors dans cette administration, il y a des Belges évidemment. Mais dès 1904, je parle sous le contrôle de madame évidemment, il y a une commission d'enquête belge envoyée au Congo parce qu'il y a tellement de dénonciations, notamment dans la presse anglaise, et notamment toute une campagne menée par Conan Doyle
l'auteur de Sherlock Holmes, hein, donc il y a quand même un retentissement international, en Angleterre et aux États-Unis. La Belgique envoie une commission d'enquête et elle reconnaît qu'effectivement, les gens qui se comportent là-bas au nom du roi Léopold II se comportent très mal. Les Anglais un petit peu jaloux des Belges qui ont eu le Congo. Mais ce sont des sociétés privées pour la plupart. Parce que le Congo, dans le fameux État indépendant du Congo de Léopold II, c'est une espèce de marché ouvert pour tous les aventuriers, pour toutes les entreprises, etc. Mais à partir de 1908, ça devient une colonie belge. Et là, ça change tout. Or, ce qu'on demande aujourd'hui à la Belgique de s'excuser, c'est de s'excuser pour des faits qui ne sont pas, je veux dire, dont la Belgique n'est pas responsable, dont le roi des Belges était responsable, mais c'était pas la Belgique en tant qu'État. C'est ça le problème. C'est la raison pour laquelle le débat parlementaire est absolument nécessaire. Parce que vous venez de citer Conan Doyle. Moi, je lis aussi Colette Brackman à propos de l'étude de Conan Doyle, qui dit très très bien les crimes commis au Congo n'ont pas été seulement le fait de la colonisation ou de Léopold II. Ils ont été aussi le fait de toute de la complexité de la situation politique à ce moment-là, avec les Français, les Anglais, qui lorgnent aussi sur le Congo. Tous ces éléments sont importants. Et vous dites d'ailleurs vous aussi, et vous allez vous exprimer chacun, hein, M. Dalamotte, vous dites qu'il faut voir finalement les choses avec les yeux de l'époque. Hein, vous le dites dans la Libre Belgique. Vous dites les conditions de travail, quoique très regrettables, aujourd'hui n'étaient que le reflet du contexte social et politique européen. Donc vous, quelque part, vous édulcorez un peu. Dans un premier temps, j'aimerais quand même faire une précision faire une critique à propos de la méthodologie qui a été employée par le groupe des experts, ce qui est important, parce qu'ils tirent quand même des conclusions assez définitives. Les experts de l'ONU. Et prescriptives, oui, les experts de l'ONU, alors qu'ils ne sont restés qu'une semaine ici. Alors qu'ils n'ont pas contacté d'experts, paraît-il, et des spécialistes de la période coloniale, c'est quand même important, et qu'ils n'ont pas demandé l'avis des Congolais. Donc ils n'ont que eu l'avis de la diaspora congolaise. Ça c'est important. Donc finalement cette enquête est très partielle, et elle a été très hâtivement menée après une semaine. Ils se permettent de faire quand même des conclusions assez prescriptives, et je trouve qu'elle manque aussi de nuances, parce qu'on prend la période coloniale comme un bloc, donc c'est quand même 75 ans, c'est plus d'un tiers de notre histoire belge, en mentionnant que, d'une manière très culpabilisante, en mentionnant que peut-être certaines erreurs, c'est bas, mais pas en mentionnant peut-être certains bienfaits. Donc je pense que l'histoire est complexe et qu'il faut être assez nuancé dans l'explication de cette période coloniale. Et pour vous, il n'y a pas d'excuse nécessaire. Ne serait-ce que pour montrer un exemple, c'est par exemple le fait qu'avant l'arrivée de Léopold II, on peut quand même dire que les Congolais subissaient une forme d'esclavage par les Arabes et que Léopold II les a libérés d'une certaine manière. Il a pacifié également le Congo où il y avait beaucoup de guerres interethniques. J'aimerais également juste mentionner deux témoignages, si vous me le permettez. Non, je pense juste on va donner la parole. Je pense juste que les Congolais, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Si vous permettez simplement deux témoignages rapidement, s'il vous plaît. Simplement parce que les Congolais sont plus légitimes que moi pour en parler. Il y a M. Mazakala qui disait simplement, qui était un proche de Lumumba, qui disait « Nous avons été formés par les Belges et le souvenir que nous gardons de la colonisation n'est pas celui des coups de fouet et de l'apartheid, mais plutôt celui des routes goudronnées, de la gratuité de l'école et des soins médicaux. » Mireille Sueil-Robert, quand vous entendez ça, qu'est-ce que Il était proche de Lumumba et Lumumba a eu tort dans ce qu'il a dit, c'est ça? Oui, alors deuxième témoignage. Non, un seul témoignage suffit. On va demander... Mais de Lumumba lui-même. En fait, c'est Lumumba lui-même qui parle. Il dit « C'est grâce à la Belgique que nous sommes ce que nous sommes, c'est grâce à elle que notre pays, sorti hier d'un rien, est appelé à Il n'a pas dit que ça. Non, mais c'est pas grave, mais il dit aussi ça. Non, mais moi j'appelle à la complexité. Il a aussi parlé des grands méfaits de la colonisation. Là, j'appelle à la complexité de l'histoire. Un peu rapide à la de nuance. ce qu'a dit M. Lumumba. J'appelle à la nuance. C'est la raison pour laquelle j'ai insisté sur la complexité du sujet et la nécessité d'un débat complet. Madame Robert, un mot là-dessus et puis on va passer au statut. Moi j'aimerais d'abord entendre l'historienne sur la séparation de l'époque Léopold II et de l'époque de la Belgique. C'était en Belgique aussi problématique? Absolument. Les pratiques de travail forcé ont continué jusque dans les années 50. On parle ici d'un régime qui est structurellement fondé sur des hiérarchies raciales, sur la discrimination raciale comme système de gouvernement. Et ça, ce sont des choses qui sont continues. Et je pense que les appels à la complexité et à la nuance ne doivent en aucun cas servir à dédouaner la Belgique de ses responsabilités ou du constat. Un autre exemple, c'est que la Belgique a très peu diplômé d'élite coloniale, d'élite congolaise. C'est dans ce sens-là aussi on a très peu donné de diplômes universitaires alors que certains pays le faisaient. Absolument. Et ça, c'était à la fin de la période coloniale, on parle des années 50. Et c'est dans ce sens-là aussi que ces appels à des visions simplistes où on opposerait supposément des aspects supposément positifs versus des aspects supposément positifs est une hérésie en histoire. L'histoire n'est pas un bilan comptable et ça n'a pas de sens de mettre en balance d'un côté les discriminations raciales et de l'autre on a construit des routes ou des écoles Mais l'histoire qui ne étaient peut pas aussi non au plus service évacuer la de la complexité domination coloniale. de l'époque. Vous ne pouvez pas mettre de côté le fait qu'à un moment donné, il y a eu des rivalités entre l'Angleterre, la France et d'autres pays pour se partager l'Afrique, pour se partager le Congo, avec des vues qui sont toujours présentes aussi
vers une espèce d'éclatement de ce pays. Tous ces éléments-là doivent faire partie du débat. Savez, absolument, mais ils ne doivent pas être... Je rappelle ce que j'ai dit. Le pardon est la demande d'excuses, la présentation d'excuses, la demande de pardon est un geste fondamental. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire comme ça au détour d'une table. Il faut donc un débat. Alors, on va passer au débat. L'histoire belge, c'est aussi une nuance par rapport s'il vous plaît, et puis on passe au propos de l'historien. En fait, il y a un double discours dans cette histoire, puisque la définition de ce que c'est que le colonialisme peut s'appliquer au colonialisme belge, mais à tous les colonialismes. Or, la Belgique, finalement, est un pays qui est devenu colonisateur très tard, puisque l'Espagne ou le Portugal vont commencer leur colonisation au XVe siècle. Bon, bref, on ne va pas revenir là-dessus. Donc, il y a la définition du colonialisme en soi, dans laquelle les Belges, évidemment, sont partie prenante, et qui est effectivement un régime de contrainte. Mais tous les colonialismes étaient un régime de contrainte. Et puis il y a la particularité belge. Est-ce que les Belges étaient plus ou moins colonisateurs que les autres? Est-ce qu'ils étaient plus ou moins proches d'une sorte d'apartheid que les autres, etc. Là, c'est un vrai travail. Continuons, on va passer au sujet suivant et vous allez chacun vous exprimer avec cette délégation de l'ONU qui se dit... Les Portugais et autres ont commencé leur colonisation avant. Mais ils entretenaient des relations diplomatiques avec le Congo. Le roi du Congo, vous le savez. Mais monsieur Compagnie, il faut faire attention. Non, je vais vraiment vous arrêter là-dessus. Je dois passer au... C'est une contre-vérité ce que je viens de dire. Non, par exemple, il y a le mythe des mains coupées. Est-ce que c'est une contre-vérité? Non, ça, j'en sais rien, je ne vais pas je vais pas dire autre chose. Mais par contre, deux intervenants ont mentionné le mythe des mains coupées, tout de même, et les prétendus 10 millions de morts. C'est important parce que ça a été fait que par le commissaire Fievet. Pendant 4 ans, ça a été condamné par vous, même 1 million de morts. Et il y a des personnes qui étaient mortes. Alors, on va pas se battre sur le nombre de morts. S'il vous plaît, je vous arrête. Et pour vous, même 1 million de morts, c'est très peu. C'est très grave. C'est atroce. On arrête là. Mais on n'avait pas de données fiables. Écoutons l'historienne. Nous n'avons pas de ressources Il faut vraiment que le débat soit intelligible. Qu'est-ce qui est fiable? Vous citez Colette Pacman ici. S'il vous plaît, je vous demanderai vraiment de faire un petit peu attention. Vous, jeunes, vous maintenez des trucs pareils. 10 millions de morts, c'est une contre-vérité. Vous, jeunes, vous maintenez des trucs pareils. Non, je dis que c'est une atrocité. Vous, jeunes, on arrête là, s'il vous plaît, messieurs, on arrête là. S'il vous plaît, messieurs, je vous en prie, parce que vraiment, il faut qu'on avance. Madame Leroux, les mains coupées, c'est vrai ou pas? On a coupé des mains, les Belges ont coupé des mains, oui ou non? Je pense que la question ne se pose pas en termes de oui ou non. On sait effectivement que ces mains coupées ont été coupées par des auxiliaires de Léopold II, notamment dans le contexte de pratiques de répression militaire qui visaient à démontrer qu'on avait bien utilisé les munitions. Mais pas que, il y a eu aussi des exceptions. Et je trouve dommage que ce débat sur les mains coupées occulte le caractère plus structurel aussi des violences coloniales sur lesquelles il est important d'insister. Très bien. La délégation de l'ONU se dit également effrayée du nombre de statues de Léopold II sur nos places et dans nos parcs. Des statues associées, je cite la Commission, à des actes horribles commis pendant la colonisation du Congo. L'ONU préférait très clairement qu'il y en ait moins, voire plus du tout. D'accord, Madame Robert, avec ça? Oui, bon, la colonisation a existé, on ne pourra pas l'effacer. Je pense qu'il faut contextualiser tout ça et expliquer aux générations futures ce qui s'est passé. Vous savez, en 1927, Albert Einstein a créé à Bruxelles une association contre le colonialisme. En 1927, donc pas l'époque de Léopold II, l'époque d'après. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de colonialisme sans racisme. Et le racisme a des conséquences. Lorsqu'on demande des excuses aujourd'hui ou qu'on demande de décoloniser nos institutions, c'est pas pour offenser les Blancs, c'est pas pour offenser les anciens colons, c'est pour libérer les Noirs d'un esclavage aujourd'hui qui est la discrimination à l'embauche, à l'emploi, au logement, etc., mais aussi au néocolonialisme. Donc il faut bien comprendre, ça que vous dites, tout à fait, le colonialisme a été pour la Belgique ce que la misogynie est aux hommes, c'est-à-dire un instrument et un cadre idéologique de domination et d'humiliation. Donc il faut sortir du belgocentrisme et du nombrilisme. Oh, on nous demande de nous excuser, et ces statuts-là, c'est un des soucis. On nous demande de cracher sur Papa Léopold. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit des discriminations aujourd'hui. Vous vous souvenez des jeunes de Pukkelpop? Des jeunes qui chantaient le Congo est à nous, coupons les mains. Ils étaient tout jeunes, comme monsieur. Mais ils ont encore une idéologie et une mentalité coloniale. C'est contre ça qu'il faut se battre et non contre le fait que l'ONU essayait de discréditer l'ONU qui nous a dit qu'il fallait nous excuser. Sortez un peu et grandissez un peu. Merci en tout cas. Et ces statuts de Léopold II divisent l'opinion publique. J'ai pu m'en rendre compte lors d'un tournage à Namur. C'était il y a plusieurs mois. Il faut savoir que notre roi a été un roi colonisateur et que nous avons exploité le Congo belge et à mon avis il ne mérite pas d'avoir une statue ici. Pourquoi la supprimer? Elle est bien là. Grâce à lui on a eu des richesses. Dommage que Baudouin a remis le Zaïre aux Zaïrois. Ah, vous auriez voulu garder la colonie? Bien sûr. On serait le pays le plus riche au monde. S'enrichir au détriment des autres, ce n'est pas s'enrichir, c'est voler.
Voilà, Mme Robert, on voit effectivement que certains propos montrent que ça n'est pas encore fini complètement dans certains esprits, la colonisation. Les statuts, M. Miller, il y a quelque chose à faire. C'est un débat qui dure depuis maintenant quelques mois, voire maintenant quelques années. L'ONU le remet sur la place publique en disant, c'est vrai, il y en a trop. Par rapport à cette commission de l'ONU, je ferai juste une remarque. Moi, je respecte l'ONU, mais je trouve aussi que la commission a très très vite travaillé. Madame dit, il faut élever le débat, il ne faut pas en rester là. Je suis d'accord, mais n'empêche que la Belgique, tout d'une fois, est ciblée, alors qu'il y a beaucoup d'autres pays qui ont également été colonisateurs. On ne parle pas des États-Unis, ils ont massacré toutes les tribus d'Indiens, c'est quand même pas ce qui s'est passé. Mais vous faites ça en permanence, etc. monsieur. À chaque fois qu'on vous parle du colonialisme belge, vous allez dire les autres l'ont fait aussi. Madame, Arrêtez avec ça. M. Miller, la France, Madame, excusez-moi, il faut aussi apprendre à écouter ce qu'on dit. Oui, mais c'est un Donc, je l'ai ce trop que entendu. j'ai dit. Je l'ai trop entendu, monsieur. Eh bien, oui, C'est un d'accord, mais processus peut-être pas de ma enfantin. bouche. Il faut sortir Et je de là. demande qu'on écoute ce que je dis, parce que j'essaie de m'expliquer une position qui est une position politique, c'est mon droit, une position politique par rapport à cette question, à ce qui est adressé à notre pays. Par rapport à Léopold II, bon, il était le roi des Belges. Le Congo, à un moment donné, sa propriété pendant une certaine période, mais il faut aussi accepter l'idée que c'était avec l'accord des chambres belges. C'est la réunion, la conférence, de Berlin qui a lieu en novembre 84, février 85. Elle est tout de suite suivie d'un débat au Parlement les 28 et 30 avril, et les chambres donnent l'accord à Léopold II pour qu'il règne. Donc la Belgique est déjà impliquée à ce moment-là. Donc je pense qu'il y a une responsabilité politique dont il faut débattre. Voilà. Et en essayant de prendre en considération tous les aspects, y compris ce qui a pu aussi être bien dans la relation entre le Congo et la Belgique. C'est qu'on avait dit que, je vous prie d'excuser, ce qu'on avait dit que sur ces statuts, on mettrait un mot d'explication, parce qu'on a déjà fait ce débat. Et notamment dans les cours, et notamment les cours qui sont enseignés. Les cours qui sont enseignés à l'école. Vous allez encore vous exprimer. L'ONU critique effectivement aussi nos écoles. Notre enseignement ne ferait pas assez de place à la colonisation. D'après la délégation onusienne, par exemple, 25% des élèves belges ignorent que le Congo a été une colonie belge. Sur Facebook, d'ailleurs, certains d'entre vous estiment bel et bien que l'enseignement les a laissés ignorants. Jordan nous dit « Je n'ai jamais appris la colonisation au cours d'histoire ». Océane poursuit « Ah, on devait l'apprendre ?» Eh bien, ce n'était pas au programme de mes profs. Amandine Leroux, il y a un vrai problème à ce niveau-là. Et on avait plusieurs professeurs qui nous ont dit « On fait un peu ce qu'on veut ». Oui, tout à fait. L'enseignement de cette histoire est clairement insuffisant. Dans les programmes de l'enseignement secondaire officiel, on prescrit aux professeurs d'histoire d'enseigner la colonisation et la décolonisation, mais pas forcément l'histoire de la colonisation belge. Et donc ça veut dire que vous pouvez être diplômé aujourd'hui en 2019 de l'enseignement secondaire général sans jamais avoir entendu parler du Congo. Et c'est ce que je constate aussi avec mes étudiants à l'université. Monsieur Compagnie, quand vous entendez ça? Moi, c'est choquant parce que je suis aussi enseignant d'origine, mais je pense qu'on a intérêt à ce que la jeunesse aujourd'hui connaisse de façon plus structurée le passé de leur pays. C'est ce que vous dites, Mme Leroux, ça fait vraiment partie de l'histoire du pays. Sinon c'est l'Internet qui va les instruire. Oui, mais le problème, il est différent. Excusez-moi, monsieur Compagnie, je vous interromps, mais en fait, c'est l'histoire de la Belgique qu'on n'enseigne pas en Belgique. C'est l'histoire de la Belgique, on n'enseigne pas en Belgique. Le Congo fait partie de l'histoire de la Belgique, évidemment. Or, je suis désolé, moi je vois tous les jours des gens, je discute avec des gens, je suis atterré du manque de connaissance de l'histoire de la Belgique qu'ont les Belges. Voilà. Les programmes sont désespérants. C'est le moment de voilà, monsieur Compagnie, vous dites d'ailleurs que le Congo a vraiment enrichi la Belgique. Mais oui, mais ce sont des réalités. Donnez un exemple. Les jeunes Belges, s'ils pouvaient savoir qu'à un moment, on a partagé le monde, ok, la France prend le nord, les Anglais prennent le sud, de l'Afrique, les Allemands, je parle du Congo, je parle du Congo là par rapport au Congo, et les Allemands prennent l'Est. Vous imaginez, il reste le Congo. Et les Américains savaient déjà que le Congo existe. Il y avait des minerais, il y avait ceci. Et en quoi le Congo nous a vraiment enrichi, le Congo, la Première Guerre mondiale, le Congo offre la bombe atomique. La deuxième. La deuxième guerre mondiale, s'il vous plaît. La première, on a offert plutôt des vies à l'Est pour le monde entier. Plus de 100 000 morts. Pour conquérir la Tanzanie, le Soudan, voilà, chasser les Allemands. Et deuxième guerre mondiale, on offre la bombe. Par la suite, toutes les institutions qu'il y a ici en Belgique, beaucoup de jeunes Belges, même, toutes mes excuses, monsieur le ministre, beaucoup... Presque ministre. Mais il l'a été. Il reste. Ministre un jour. Mais il reste. Il a droit au titre. Il demeure.
Il y en a qui ne savent même pas pourquoi la Belgique, qui est un tout petit pays comme il est, aujourd'hui a des institutions internationales qui traînent dans ce pays à flopper. Donnez un exemple. L'exemple, l'OTAN. C'est grâce au Congo, vous dites? Mais c'est certain, parce que le pays ici était très riche. Sinon, la Suède aurait eu la tout Belgique ça. est riche grâce Sinon, au Congo. oui, il y avait des milliards qui tombaient ici. Toutes les ventes de minerais retomber ici. Et quand vous avez des milliards, vous pouvez les prêter. Et aussi lié à l'uranium. Lié à l'uranium et à la bombe atomique. Juste un mot par rapport au cours. À la fois, je vous prie. Un rapport au cours, importance du cours d'histoire. Tout à fait, c'est absolument nécessaire. Il fallait plus loin qu'aujourd'hui. Mais je rappelle que je suis à la base de la création d'un cours de citoyenneté et de philosophie politique dans lequel, justement, cette question du colonialisme et de la colonisation du Congo par la Belgique doit être présente. C'est bien, ça. C'est clair. Madame Robert, vous allez parler aussi, Madame Robert, on a vraiment été plus riche grâce, effectivement, à cette colonie jusqu'au 30 juin 1960. Effectivement, la Belgique était la puissance colonisatrice au Congo. Absolument, on a été plus riche non seulement en termes économiques, mais aussi en termes politiques et diplomatiques, puisque la Belgique est, on le sait tous, un petit pays, et que la possession d'un pays continent comme le Congo a donné un statut diplomatique et un poids sur la scène internationale à la Belgique extrêmement important. Voilà. Mais je crois que ce qui est important aussi dans l'enseignement, c'est de parler à la fois de la domination coloniale, de ce qu'elle a été, de ses effets sur la Belgique, mais aussi des expériences africaines de la colonisation, des expériences de contestation, de résistance, de réappropriation, et de restaurer aussi à ces acteurs africains un statut de sujet d'histoire et pas de simple objet. Ils sont aussi dans nos écoles. Madame Robert, oui, par rapport aux ce Congo qui nous a rendu riches. La richesse culturelle aussi, j'aimerais ajouter, c'est que Tintin au Congo, bien, j'en pense ce que j'en pense, mais a contribué à faire de la Belgique la capitale européenne de la BD. Les diamants, il n'y en a aucun dans le sous-sol anversois, ils venaient de quelque part. Le chocolat, le cacao, nous l'avions à bas prix. Le musée de Tervuren, qui est plein de nos richesses. Le chocolat vient des Espagnols. Excusez-moi. Non, mais s'il y a du chocolat, oui, d'accord. c'est parce que l'uranium, le caoutchouc. Et puis, j'aimerais dire quelque chose sur les livres scolaires. J'espère que ça ne sera pas pour parler des bienfaits de la colonisation, ni des bienfaits de l'occupation allemande en Belgique, mais pour parler plutôt des problématiques qu'elles ont soulevées. Merci à tous. Et je pense que c'était important de dire tout ça. Bon retour aux quatre coins du pays. Merci. Ce débat continue parce qu'on n'a pas épuisé, mais véritablement, on a amené des choses tout à fait nouvelles grâce à vous.